On va évidemment aller plus loin et poursuivre sur cette page climat avec notre invité du jour. C'est vous, Jean Jouzel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, ancien président du groupe scientifique le GIEC, co-auteur par ailleurs de Climat Parlons Vrai. Alors, on va peut-être revenir sur cette déclaration Copernicus qui estime que la saison juin, juillet, août, la saison estivale 2023 a été de loin la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, et ce depuis le début de l'histoire de l'humanité. Oui, bonjour Elisabeth Alain. Bien sûr, alors cette année 2023 est la plus chaude que nous ayons connue depuis, en tout cas, les relevés météorologiques. Ça, c'est très clair. C'est une affirmation qu'on peut avoir. Disons, c'est même très net par rapport au record précédent, et c'est ça qui est assez impressionnant. Alors, quand on regarde un peu plus loin, effectivement, en tout cas, je ne sais pas si c'est depuis 120 000 ans peut-être, mais il y a peut-être eu des étés aussi chauds, mais je crois effectivement que c'est important de noter que la dernière décennie est la plus chaude, en tout cas des 2 derniers millénaires, et très probablement des 10 000 dernières années, et un peu au-delà, ce qu'affirme Copernicus. Donc c'est effectivement un tournant, et disons quand Antonio Guterres parle d'effondrement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même, il faut bien le noter, ce que nous anticipons depuis une quarantaine d'années en termes d'intensification des événements extrêmes, de rythme de réchauffement. Il ne faut pas être trop surpris. Ce qui me surprend, c'est la surprise dont, disons, certains médias font état. C'est plutôt cela, dans le sens inverse, la surprise. Alors, je ne sais pas si vous voyez de la surprise dans nos propos à nous, en tout cas, mais c'est vrai qu'on a décidé, vu l'actualité très largement consacrée au climat en ce début d'année, de développer en tout cas cette page. Je ne pense pas que vous allez nous contredire, c'est important. On va peut-être regarder une courbe tout de suite qui nous vient de Copernicus et qui nous montre l'augmentation d'année en année des températures. On a le sentiment, alors je ne vais rien vous apprendre à vous, mais peut-être nous expliquer, on a le sentiment d'une accélération dans la hausse de ces températures. La température moyenne cette année, c'était 16,7 degrés, c'était 0,6 degrés de plus. Ça peut paraître peu, c'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup, disons, c'était le cas en France également, c'est le cas au niveau mondial. Disons, battre le précédent record d'un demi-degré, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et ça, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. L'été dernier, par exemple, dans certaines stations, Brest en France, le record de température a été battu de 4 degrés, dans d'autres stations également. Ce sont des choses, on rentre vraiment, mais on le sent bien, vous avez raison Elisabeth Alain, on le sent bien, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde différent du point de vue du climat et de notre environnement. Mais pour rebondir sur l'intervention que vous avez présentée, je dirais à mon regret, ce ne sont que les prémices de ce qui nous attend, et surtout de ce qui attend les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle, si nous ne faisons rien aujourd'hui pour lutter contre ce réchauffement. Vous avez accordé ce week-end un entretien aux Échos, impossible de ne pas revenir dessus, qui fait beaucoup parler, dans lequel vous reveniez sur l'accueil glacial. Ce sont vos mots qui vous a été réservé aux universités d'été du MEDEF fin août, alors que vous tentiez d'alerter devant un parterre d'entrepreneurs sur l'inexorable augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le patron de Total Energy vous avez répondu ceci: cette transition, je suis désolé Jean, elle prendra du temps, je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. On a le sentiment d'un dialogue de sourds, de deux réalités qui se confondent, qui s'entrechoquent, irréconciliables. C'est le même sentiment que vous avez aujourd'hui? Oui, j'ai un peu ça, c'est-à-dire que Patrick Pouyanné, disons, ne dit pas du tout que nous avons tort, notre communauté. J'en suis le porte-parole dans cette table ronde. Mais il y a deux choses importantes. La première chose, c'est la transition prendra du temps. On comprend bien dans son point de vue, mais la réalité, c'est qu'en disant cela, il accepte implicitement que les jeunes d'aujourd'hui connaissent plus 3, plus 4 degrés en France dans la deuxième partie de ce siècle. C'est très clair. Le deuxième point, c'est la vie réelle. Mais la vie réelle, c'est aussi ce que vous montrez aujourd'hui, c'est-à-dire des conséquences du... Enfin, voilà, vous avez montré en Grèce, c'est extrêmement dramatique. 27 morts au Brésil, on vient de l'apprendre, avec ces inondations également. C'est valable un peu partout dans le monde, hein. La vie réelle, ce sont aussi les feux de forêt qui se multiplient, ce sont ces vagues de chaleur, ces inondations à répétition, donc des conséquences extrêmement importantes. Dans quelques décennies, ce sera l'élévation du niveau de la mer qui touche de plus en plus de côtes. Donc la vie réelle, c'est aussi cela. Et donc c'est un peu, je dirais, égoïste de n'évoquer la vie réelle qu'à travers la capacité à vendre du pétrole et voilà, des combustibles fossiles, parce que
disons que le constat, c'est que disons, les émissions liées à notre utilisation de combustibles fossiles ont augmenté au niveau planétaire, mais également en France. Donc voilà, on ne fait pas, nous sommes loin du compte dans notre pays. Voilà, c'est pas du tout personnel vis-à-vis de Patrick Pouyanné, mais c'est clairement, disons, une autre direction que nous prenons, et les entreprises, si elles continuent sur ce tempo, eh bien, vont vraiment nous emmener vers un climat à plus 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et ça, ce sont, je le redis, des conséquences très importantes au niveau des vagues de chaleur. On pourrait atteindre pas loin de 50 degrés en France, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment tout faire pour éviter. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est ça le message. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité aujourd'hui, c'est peut-être un constat qu'il faut faire, entre l'économie, ses intérêts économiques, on sent bien cette volonté, malgré un constat commun, de continuer dans cette voie, et la rapidité que vous prenez, vous, à agir. Vous dites, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, on n'a plus que 5 ans d'émissions au rythme actuel, un peu moins de 15 ans si on veut limiter à 2 degrés. Vous y croyez encore à la limitation de la hausse des températures, vraiment ? Non, je ne suis pas trop optimiste, même pour les 2 degrés. J'espère qu'on met. Le problème est que, contrairement à ce que, disons, à quelque chose qui est, disons, pensé généralement, au contraire, réaliser cette transition, elle est inéluctable, puisqu'on ne peut pas accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Eh bien, disons que c'est synonyme de dynamisme économique, d'innovation, de recherche. Et voilà, donc au contraire, je crois que si on s'engouffrait, et c'est ce qu'essaye de faire l'Europe, soyons clairs. En France, on a un peu de retard par rapport à nos objectifs, mais disons, cette transition, au contraire, elle est vraiment, elle pourrait être synonyme de dynamisme économique, d'innovation, de recherche, d'attractivité, de création d'emplois. C'est là qu'il faut s'engouffrer. Donc c'est cela qui est faux. Je crois que dans la mesure où cette transition elle est inéluctable, ce sont les secteurs d'activité, les pays qui s'y impliqueront les premiers, qui gagneront économiquement. Donc ça, c'est le point. Je connais la difficulté d'une transition à court terme, mais je vous assure que si on l'envisage à moyen et long terme, et c'est aussi le rôle des entreprises, le rôle des entrepreneurs de la regarder à échéance de 10-15 ans, de 20 ans, eh bien, elle sera gagnante, y compris économiquement. Voilà, ce potentiel de croissance verte, c'est ce que prônent certains depuis 3 jours à Nairobi. Restez avec nous, Jean Jouzel, parce que l'Afrique vit cette semaine son premier sommet africain pour le climat, et en croire le président kényan, il y en aura désormais tous les 2 ans. C'est l'une des annonces faites en ce début d'après-midi. Nous sommes donc au 3e jour de négociations historiques, intenses, parfois forcément complexes, les intérêts des 54 États représentés étant sur certains points divergents. Il faut s'entendre à l'issue de cette ultime journée pour tracer une voie commune face au réchauffement climatique. Malgré les difficultés remontées, les participants devraient parvenir aujourd'hui à une déclaration finale. C'est ce que nous expliquait un peu plus tôt Bastien Renouille. Il est sur place pour nous. Écoutez-le. Comment faire en sorte que l'Afrique s'unisse et parvienne à parler d'une même voix? Comment faire en sorte que toutes les délégations acceptent de signer la déclaration Nairobi qui doit être adoptée à l'issue du sommet? C'était tout l'enjeu des discussions qu'il y a eu ici au cours des 3 derniers jours, et il y a eu des frictions entre délégations. Certains ne comprenaient pas comment il pouvait seulement y avoir des grandes lignes, des grandes idées dans le texte qui était proposé lundi, mais pas de lignes directrices qui disaient clairement comment parvenir à ces objectifs de développement des énergies vertes, de réduction de la pollution sur le continent. Ce n'est pas grave, nous explique le chef de la délégation nigériane. Je vous propose de l'écouter. Pour lui, cela n'empêchera pas l'adoption de la déclaration. Nos plans de transition énergétique n'ont pas à être les mêmes pour tous les pays. Les investissements auxquels nous allons procéder en Afrique du Sud, par exemple, doivent servir à diminuer la dépendance au charbon. Alors que pour le Nigeria, il faut que nous remplacions les générateurs qui utilisent du diesel et du pétrole. Donc le type d'investissement auquel nous allons procéder dépend de la situation. Ils doivent correspondre aux problématiques rencontrées par chaque pays pour être une solution efficace. Peu importe pour lui que chaque pays explique clairement comment il va parvenir à respecter les objectifs de la déclaration de Nairobi. L'objectif final, c'est que tous les pays s'entendent pour aller dans un même sens à long terme. Et l'objectif affiché par tous les chefs d'État, c'est qu'il n'y ait une seule voix africaine, notamment lors des grands sommets internationaux, notamment lors de la COP28 qui aura lieu au mois de novembre à Dubaï, et ce, de manière à pouvoir lever plus de financement pour faire en sorte que l'Afrique ne soit pas une victime du changement climatique, mais bel et bien une solution globale à ce problème.
Jean Jouzel, un mot peut-être de ce sommet qui doit se conclure aujourd'hui sur une déclaration commune. On y est presque, hein, on nous dit en coulisses. Il y a le président kényan William Ruto qui a appelé à saisir, je le cite, l'opportunité sans équivalent pour les pays africains. Ça vous rejoint de tirer profit économiquement du développement des énergies propres tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique. On va dans le bon sens selon vous ? Oui, cette déclaration va dans le bon sens. L'Afrique, elle est triplement concernée par le réchauffement climatique. Bien sûr, elle l'est parce qu'elle n'y a pas beaucoup contribué jusque-là. Elle l'est parce qu'elle est quand même extrêmement, disons, vulnérable par rapport à certaines conséquences de ce réchauffement climatique. Si on prend 3 degrés à l'échelle planétaire, eh bien l'Afrique prendra 3 degrés. Il y a vraiment des régions qui deviendront quasiment invivables. Elle l'est concernée parce que notre futur à l'échelle planétaire dépend effectivement de ce vers quoi l'Afrique. C'est-à-dire que si l'Afrique va se développer, on parle d'un doublement de la population d'ici 2050 ou un peu au-delà, c'est pas très grave, mais elle va se développer, c'est très bien. Mais si elle se développe autour des combustibles fossiles, elle en a les moyens, effectivement. Il y a presque tout ce qu'ils font en termes de charbon, de gaz, de pétrole, eh bien on a perdu. Si elle se développe autour des énergies renouvelables, et en termes d'énergie renouvelable, l'Afrique est bénie des dieux. Il y a toutes les ressources que l'on peut souhaiter en termes d'éolien, en termes bien sûr de solaire en premier lieu, en termes de biomasse dans certaines régions, en termes d'hydraulique dans l'autre. Tout cela, eh bien, c'est le chemin qu'il faut prendre pour l'Afrique d'un développement construit autour des énergies renouvelables. C'est ce que nous dit cette déclaration, et j'y suis quand même, je pense que c'est bien. Et c'est important aussi que l'Afrique, à travers cette réunion, souhaite jouer un rôle clé dans les conférences climat, et en particulier à la COP28. Ce sont vraiment des partenaires essentiels de la lutte contre le réchauffement climatique et évidemment de l'adaptation. L'Afrique qui souhaite être placée au cœur de la solution, hein, ça elle l'a déjà dit et redit par le passé. Si je vous suis bien à ce que vous venez de déclarer, vous faites partie de ceux qui estiment qu'un succès à l'issue de ce premier sommet pour le climat en Afrique pourrait inspirer, contaminer dans le bon sens les autres et donner un bon élan, un élan positif à 3 mois de la COP28 ? Oui, si disons, bien sûr, on peut penser que cet accord, enfin, ces engagements vont être présentés par les pays africains qui font partie des pays, les pays dits développés, en développement dans le cadre du GIEC, mais il y a beaucoup d'autres pays. Bon, disons, ça peut effectivement jouer un rôle extrêmement important parce que jusqu'ici, ces pays n'ont pas pris d'engagement chiffré, et ce serait important, disons, en tout cas, que ce développement des énergies renouvelables soit mis disons, comme une priorité de développement en Afrique. C'est, je crois, la première fois que j'entends cela, et disons, mettre ça, parce que ce dont on va parler à Dubaï, c'est vraiment quand peut-on envisager la fin de l'utilisation des combustibles fossiles, hein, vraiment, peut-on réellement l'envisager à horizon 2050 ou non? Et c'est absolument important, et l'Afrique est évidemment concernée au premier chef, je le redis, à travers un développement qui est souhaitable, mais dont il est souhaitable qu'il se construise autour des énergies renouvelables. Merci beaucoup Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC. Merci d'avoir consacré à nos côtés